Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, on s'assoit avec Nathalie Coutu, qui est la fondatrice de la galerie-boutique Kewa de Wakefield, où on retrouve des œuvres d'art des peuples autochtones et des articles fabriqués localement. Impliquée dans son milieu, Nathalie utilise ses créations pour faire la promotion de la culture autochtone et collabore avec d'autres artistes pour faire rayonner la diversité culturelle des premiers peuples. 95e épisode de l'Informel, on est reparti encore une fois. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie Coutu. Merci Nathalie d'être avec nous autres. Je sais que c'est un bon trajet quand même de venir nous voir, puis que j'apprécie beaucoup que tu aies pris la peine de venir ici. Ouais, ça me fait tellement plaisir. Puis le paysage me fait du bien. Bon, fait que t'en as profité en descendant. Oui. C'est quoi, c'est une bonne ride? Wakefield, c'est 45-50 Oui, ça se fait bien. Ouais. Puis il fait beau. Puis il fait beau, ouais. C'est fun. On peut en profiter enfin. Je voulais qu'on commence par jaser de Trace. C'est la dernière fois qu'on s'est vu. Dans le fond, on a des deux travaillé là, à Trace au dernier événement. Où est-ce que tu t'es occupé de la programmation? Je dois dire d'emblée comment est-ce que j'ai été impressionné de la qualité des artistes. Parce que puis de la découverte dans cette journée-là. Parce que j'ai trouvé que c'était pas seulement une occasion d'apprécier des artistes, démontrer leur savoir-faire, mais bien d'en apprendre sur la culture autochtone de bien des façons que j'ai été agréablement surpris. C'était vraiment le fun. Fait que comment toi, t'as trouvé ça, ta journée? C'était un gros soulagement. Un soulagement? Oui. J'avais vraiment l'impression de rentrer dans une autre étape de ce que j'ai amené dans mon expérience humaine au niveau de... Tu sais, souvent, je veux dire, moi, je suis un pont, moi, je crée des liens. Mais je me trouve beaucoup très seule dans cette dynamique-là, tu sais, d'avoir la boutique, puis dans les journées tranquilles, j'appelle ça des journées de semences, des journées pleines, tu sais, de l'abondance, de la récolte, il y a toutes sortes d'émotions. Mais avec Trace, c'est comme si chacun était sa propre rivière, puis Trace a voulu enlever les barrages. Et donc, pour moi, dans l'intention de faire partie de l'équipe, c'était vraiment de dire, OK, chacun va être sa rivière. On va emmener notre courant, puis on s'en va tous vers une direction qui va nous emmener de la force au niveau de qui on est par rapport à ce qu'on est, nos acquis, nos points de repère au niveau de notre éducation, de ce qu'on a eu ou pas eu au niveau de notre connaissance de la culture autochtone, métisse inuit, puis de comprendre qu'il y a énormément de choses qui ont été camouflées dans l'histoire du Canada. Puis... Ben là, on était même dans le réaliser dans la dernière année. Là. Ah oui. Oui, pour être à Trace. Mais pour moi, ça fait 20 ans que j'ouvre ma porte à cette réalité-là, au rythme de tous et chacun, avec des petits ruisseaux qui se greffent à ma rivière. Mais c'est tellement long, puis chaque petit ruisseau, c'est important de les recevoir bien. Puis maintenant, mes petits ruisseaux qui ont rendu visite à Kewa sont devenus eux-mêmes des rivières. Puis ils peuvent remonter à contre-courant, puis venir à la source, tu sais, se renseigner, puis c'est vraiment une expérience de soulagement de travailler ensemble dans chacun de nos différences. Ça fait du bien à mon âme. Puis découvrir ceux aussi qui sont derrière la caméra, qui sont des acteurs de changement par le biais d'offrir une vitrine à qui on est au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de notre engagement. Puis c'est beau de voir que dans mon expérience humaine présentement, on a une maturité, on vit dans une ère où est-ce que notre maturité a une place, puis on est capable de la mettre à l'avant, puis dire, tu sais quoi, moi, je choisis de travailler en groupe dans la différence. Je choisis de travailler avec tes forces. J'ai des faiblesses, là, mais tu vas m'aider quand ça va être le temps. Parce qu'on est capable de s'entraider. Ben oui. Mais c'est une belle collaboration de tout le monde, là, parce qu'il y a différents acteurs à différents niveaux. Mais je ne sais pas si tu as eu le même sentiment, mais j'ai eu l'impression, moi, à la fin de la journée, que tout le monde a eu le sentiment d'avoir participé à quelque chose de spécial. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi. Non seulement le sentiment, mais la conviction que c'est possible d'aller de l'avant. C'est ça que ça a fait comme bien. Parce que tu dis, OK, j'ai le droit de pas savoir l'histoire. J'ai le droit de pas être au courant de ce que les peuples des Premières Nations, les Métis, les Inuits ont vécu. J'ai le droit à ça. Mais là, il y a les gens qui sont là pour
m'éduquer informellement à cette réalité-là. Oui. Mais puis comment ça a été d'aller chercher les artistes? Est-ce que c'était des gens déjà que tu connaissais puis que ça a été facile d'aller recruter ou bien il a fallu que tu entre guillemets, que tu magasines un peu, essayer de trouver là, les bonnes personnes pour être là? C'est mes amis. C'est mes amis, ma famille de cœur. Tu sais, comme au début, j'avais 26 ans avant d'ouvrir Kewa, puis moi, j'étais sur le Powwow Trail, qu'on appelle. Le Powwow Trail, c'est quelque chose qui était illégal au Canada jusqu'en 1960. Attends, excuse-moi, le Powwow Trail, ça c'est... c'est ça, je vais en parler. Okay. Hein, c'est ça, c'est powwow. Le monde dit « Oh, wow, on va se faire un gros powwow! » Bon, ben... Ça sonnait comme un party. C'est un rassemblement qui, si on veut... Je pourrais t'en parler pendant 2 heures, mais je vais te faire une petite version courte. Correct, on a 45 minutes. En fait, dépendamment du territoire où la nation était, elle recevrait à certains moments de l'année les autres membres des avoisinants du territoire pour faire du troc, du commerce, mais comme sans l'aspect argent qu'on connaît aujourd'hui, mais pour faire du troc au niveau des denrées. Comme on s'entend que les gens qui vivent au cœur du Québec, au Petit-Ouane, dans les forêts, ils n'ont pas la même réalité que les Mi'kmaq de la côte est du Canada avec les homards, puis toute la pêche. Fait que c'était important de faire sur le territoire lors de rassemblements de l'échange au niveau des choses, tu sais. Fait que t'as ceux qui font la traite des fourrures, t'as ceux qui font les paniers en écorce de bouleau. Le bouleau est pas dans tout le territoire. Fait que ces rassemblements-là, aujourd'hui, on les appelle des powwows. Puis comme ils étaient illégaux jusqu'en 1960, j'ai dit tantôt, là, c'est dur à croire, mais oui, c'est ça. Oui, il y a d'autres sortes de powwows, il y en avait en masse avant. Ça veut dire qu'on interdisait aux personnes d'origine, aux personnes autochtones de se rassembler pour quelques événements que ce soit? Ou? C'est une bonne question. Puis la façon que je peux répondre de façon courte, c'est dès qu'il y avait chant de tambour, toutes les gens que j'ai présentés là. OK. Ça aurait été tout illégal, cette journée-là. Parce que c'est un transfert de connaissances et de méthodes traditionnelles qui sont liées à l'esprit. Et tout ce qui n'était pas... catholique, j'imagine. Religieux, puis contrôlé par la loi sur les Indiens qui est arrivée, là, qui a fait beaucoup de tort aux Autochtones, aux Métis et aux Inuits. C'est gros comme sujet, mais aujourd'hui, c'est possible d'aller dans les powwows. Et vous allez voir, quand vous arrivez en 2022 dans un powwow, il y a 2 catégories. T'en as un qui est traditionnel, puis t'en as un qui est compétition. Fait que dans un powwow traditionnel, si tu veux, les deux ont la même réalité visuelle, sauf que celui qui est de compétition, les participants au niveau des danses et des chants vont avoir un numéro pour compétitionner. Okay. C'était une façon aussi de redonner à la nouvelle génération une plateforme d'intérêt à leur propre culture qui avait été interdite pendant si longtemps, tu sais, parce que dans la réalité d'aujourd'hui, on doit payer le gaz, on doit payer les choses, puis pour se rendre à l'événement, bien souvent, c'est partout à travers le territoire, là, du nord en est en ouest. Fait que visuellement, c'est très joli, parce que quand tu arrives, c'est souvent dans un lieu à l'extérieur. Les powwows traditionnels, au centre, il y a une approche qui va avec le temps. Tu dois être là en avance pour préparer le terrain. Puis là, tu as les danseurs qu'on appelle les grass dancers qui vont arriver, qui vont s'assurer que la terre est propice à accueillir les gens. Il va y avoir en parallèle des cérémonies au niveau des cérémonies qui vont avoir leur place pour le nouveau lever du soleil. Tu vas avoir des gardiens du feu. Tu as vraiment les connaissances, le partage qui est là. Et puis, les gardiens du feu vont arriver avant l'événement pour être capables de toujours garder l'émotion à une certaine constance. Le feu, c'est pas un feu de joie avec toutes sortes de choses autour. Okay. C'est ce qu'on appelle un feu sacré. C'est un feu où est-ce que tout ce qui va être consommé autour du feu peut être consommé par quiconque.
que ce soit des enfants ou des aînés, des immunodépressifs, n'importe quoi, des très abondants, des joyeux, des... Donc, on comprend qu'il n'y a pas de substance illicite qui nous amène ailleurs au niveau de l'esprit. On reste dans un esprit complet. Alors, on a droit à l'émotion. On peut arriver là, puis parler à des aînés qui vont être là, il va y avoir un gardien du feu, c'est vraiment extraordinaire. Fait que ça, c'est avant l'événement, pendant l'événement, puis à la fin de l'événement, on va aller fermer le feu, puis il y a tellement de choses qui peuvent être dites juste à ce niveau-là. Mais pendant la personne qui va arriver à un powwow, elle va voir, bon, elle verra peut-être pas nécessairement le feu parce que c'est pas quelque chose qu'on expose. C'est vraiment le cœur de l'événement. Puis au centre, là où les danseurs auront tamisé le territoire, on va construire, dépendamment de la nation qui reçoit, dépendamment de où on est sur le territoire. Okay. Ici, on est sur un territoire algonquin non cédé. Donc, ça serait une structure de leur communauté. Okay. Et puis, on l'abriterait avec quelque chose qui nous couvre du soleil pour que les joueurs de tambour puissent être à l'ombre au moment du zénith. Comme ça, ben eux, ils peuvent aussi continuer à donner rythme au tambour. Le zénith étant... Le soleil à ça. Complètement, à midi, mettons, à peu près. Okay. Oui. Fait que là, on avait à Thrace, on avait Dave Okima, qui est un joueur de tambour traditionnel comme ça, puis c'est tellement beau de l'entendre, puis sa femme, en arrière, elle soutient le cercle, tu sais, là, avec le chant. Puis quand t'entends le tambour la première fois, là, puis que t'as tous les joueurs rassemblés autour, il peut y en avoir jusqu'à 13, les femmes autour des joueurs, puis que ça commence à chanter, t'as le lead singer, là, puis ça vibre avec la terre, puis tu le sens. Puis c'est comme une naissance, puis t'entends ce cri à la vie qui dit « Je veux prendre soin de la terre-mère », tu sais. Fait que c'est tellement beau. Puis après ça, ben t'as autour des joueurs de tambour, t'as plusieurs groupes, t'as plusieurs tambours, et autour, ben t'as des gens qui peuvent danser dans différentes catégories. Fait que t'as des catégories traditionnelles. Moi, je danse traditionnelle. OK. C'est une autre danse qui m'a interpellée dans un rêve. Fait que j'ai décidé d'honorer le rêve. Quand j'en ai parlé, on m'a dit « Ah, c'est les ancêtres qui t'appellent à danser à nouveau. » Je suis la première de ma famille qui a non seulement honoré notre héritage ancestral autochtone, mais qui l'a mis en valeur, puis qui l'a présenté comme quelque chose d'extraordinaire, tu sais. OK. Ah, parce que là, dans ta famille, ton père était européen puis ta mère était autochtone, c'est ça? Oui, mon père, c'était un Français de France qui est arrivé au Canada en 1951 avec toute la réalité de cette époque-là. Il est arrivé en bateau. Puis, il a fait les métiers les plus difficiles, hein, sans la CSST, puis tout le kit, là. Il a fait la drave, il a fait le... Oui, dans la région aussi, c'était pas mal ça. C'était la foresterie. Oui, mais lui, il était pas ici. On vient pas d'ici, nous autres. Moi, j'étais un petit bébé de Joliette. Je suis née à Joliette, puis on a grandi à Saint-Alexis-de-Montcalm. Ah, toi, j'ai pris pour acquis que tu dans la Haute-Gatineau. Non. Non. Ben, c'est correct. C'est dans la rencontre que... Ben oui, absolument. Qu'on peut mais échanger. Comment est-ce que ça a été? Parce que si tu disais que tu es la première à avoir honoré ton passé, comment est-ce que ta mère, elle vivait ça? J'essaie de penser, est-ce que c'était quelque chose on hésitait à démontrer, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle hésitait à te transmettre? Ou... J'ai oublié d'ajouter de ma génération. Ah. Parce que ma mère, en fait, quand elle a rencontré mon père, elle était... Mon père était déjà un homme établi. Il avait déjà construit sa carrière. C'est un entrepreneur. Puis il élevait des chiens de traîneau. Il élevait les malamutes et les huskies. À l'apogée de toute cette belle aventure, il y en avait jusqu'à 2500. Il a reçu des équipes olympiques à la maison pour des tirs de charge, pour toutes sortes de choses. Mais c'est un aventurier. Et comme diraient nos gens en Europe, c'était un grand gaillard. OK.
Puis lui, ben, l'aventure, c'était sa vie. Mais dans son désir de venir au Canada, c'était aussi... ça avait été très motivé par la perte de sa maman biologique. OK. Il voulait pas accepter cette perte-là. Et donc, il avait laissé ses 2 grands-mamans sur le quai en se disant, ben moi, je vais aller au Canada et je vais me marier une autochtone. À l'époque de sa réalité, il appelait une Indienne. Ça y a quand même pris 22 ans pour la trouver. Ah oui? C'était une longue aventure. Oui. Puis quand il l'a trouvée, ben, ça a été ma plus belle journée, hein? Parce que on est né de cette union-là qui était très diversifiée. Puis mon père, si on veut, dans la famille, comme beaucoup de vos auditeurs au Québec, il y a une certaine époque où, tu sais, être autochtone, hein, c'était pas quelque chose de valorisant. Puis moi, dans ma propre famille, j'ai un de mes cousins qui m'a dit, tu sais, quand j'ai demandé à grand-maman, là, ça vient d'où le volet autochtone de grand-papa? Ah, tu sais, on n'a pas d'Indiens dans la famille, nous autres, on est travaillants. Fait que, tu sais, au cœur de cette réalité-là, quand j'ai parti puis fondé Kewa, mon grand-père, il m'a donné les papiers officiels de la généalogie, puis il m'a dit, surtout, là, montre-les pas à grand-maman. Tu sais, parle-en pas, là. Juste fais-les pour toi. Puis c'est ça que j'ai fait, jusqu'à temps que ma grand-maman devienne une petite étoile, puis elle est là pour voir à quel point c'est extraordinaire de parler des choses, tu sais. Fait que c'est ça que je voulais dire tantôt par la première, à dénoncer de façon informelle l'histoire du Canada au Québec. On n'est encore pas reconnus, les Métis. Tu sais, puis là, ben, on n'est tellement pas reconnus par le Québec que même les Autochtones de souche ou qui ont les Autochtones de souche qui ont un statut indien vont questionner ceux qui n'ont pas de statut indien. Parce qu'ils disent, ah ben, ta génération est trop loin. Fait que c'est comme, il y a beaucoup de manque à gagner au niveau de l'histoire, de regarder c'est quoi les traités, de regarder pourquoi est-ce que Québec a pas reconnu le droit des Métis. Pourtant, hein, la traite de la fourrure fait partie de bâtir le Canada. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas connues. C'est triste un peu parce que je trouve ça plate d'entendre ça parce que tu travailles tellement à faire reconnaître la culture autochtone, puis c'est tout à ton honneur, puis dans le fond, tu aurais le mérite d'être reconnu, entre guillemets. Là, je suis reconnue par mes amis, ma communauté, mes gens. Mais tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, j'étais avec l'association MASC, M-A-S-C. Culture, on amenait la culture à l'école. Puis pendant 20 ans de créer Kewa, j'étais avec ma petite sœur Mélodie, puis on faisait plein d'activités. Puis Mélodie était dans le système d'amener la culture dans les écoles. Une belle reconnaissance, on est respectueuse de notre héritage culturel autochtone que nous n'avons pas reçu par transmission maternelle à cause du fait que dans ma lignée à moi, c'était quelque chose qui était dans notre sang, si on veut, mais qui a pas été transmis, hein, parce que la religion, elle a fait une bonne job. Oui. Puis là, il y a comme un gros mouvement vers si t'es pas de la première, deuxième ou troisième génération, t'as perdu ta culture. Ouais, mais moi, je l'avais même pas, ma culture. Je l'ai réappropriée. Je l'ai mise en valeur. J'en ai parlé. On a ouvert le dialogue. On a voulu emmener Kewa au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la Commission de vérité et réconciliation au niveau de l'éducation puis au niveau de la culture. Mais comment qu'on fait quand la population était pas prête? Tu sais, en 2001, là, je pouvais pas ouvrir mon commerce dans le bout où j'avais ma mère à Terrebonne, Mascouche, parce qu'il y avait eu la crise d'Oka. Puis la crise d'Oka, elle a comme mis un stop sur tout. Ah oui. Au niveau, ben oui, parce que là, les Autochtones, là, c'était mal vu. C'était mal vu encore. Mais comme, c'était mal vu encore, fait qu'on dirait qu'il y a eu un petit peu d'opportunisme à reculer en arrière. Ah, c'est mal vu, on va continuer à pas dire la vérité.
Fait que moi, je m'étais dit, si j'ouvre à Terrebonne, ça marchera pas. Mais à Wakefield, j'ai le train. J'ai 50 000 visiteurs à l'international entre la fête des mamans puis l'automne. Fait que j'ai mon monde qui vont venir, tu sais. Fait que ça a été assez... il y a comme tellement de choses à dire, mais en même temps, ça prend du temps pour ça. Puis, tu sais, pour moi, ben, j'ai parlé justement à Dave puis sa femme de mes enjeux au niveau de mon identité. Tu sais, j'ai dit, je me suis toujours identifiée comme une femme d'héritage métissé. Puis là, le mouvement d'aujourd'hui veut tout nous mettre dans des petites cases. Métissé, de combien de générations? Tu sais, comme de quelle communauté? Mais c'est parce que les communautés, là, c'est un concept colonial. Ils n'avaient pas de communauté avant. OK. Les communautés ont été créées par le gouvernement du Canada pour approprier les terres. Tu comprends? C'est pour ça qu'on a des traités. On a des traités qui sont historiques avant l'arrivée des Européens, entre nations. Ensuite de ça, il y a eu des traités historiques qui ont été faits. Puis au moment de vouloir confédérer le Canada, ben on a mis des traités numérotés, puis on a divisé encore plus efficacement les communautés. Fait que tu as des gens qui ont de la parenté, par exemple, dans le nord de l'Abitibi. Il y en a parce qu'ils étaient des peuples migratoires, ils suivaient la migration des animaux. Fait qu'ils pouvaient aller jusque dans les nords du territoire puis redescendre. Fait qu'il y avait de la famille tout au long de ça. Fait que quand la Confédérée du Canada est arrivée, on a dit, ben non, mais c'est parce que les autres, là, on va les garder en haut, les autres, on va les garder en bas, puis on va faire un traité numéroté, puis vous allez avoir ceci comme avantage. Puis encore, aujourd'hui, tu dis, ouais, les Autochtones, tu payes pas de taxes, tu as des avantages. On pourrait en parler des avantages. Hein. On pourrait parler des droits acquis au territoire qui leur ont été enlevés au niveau de l'exploitation minière, au niveau de l'exploitation forestière. C'est qui les riches de ce monde? C'est pas les Autochtones. Ça devrait. Hein? Si on parle de collaboration, si on parle de partager les ressources puis la vision du monde au niveau du territoire, tu fais pas des coupes à blanc. Il y a des choses qui... On est rendu maintenant là, à un point où c'est possible de travailler ensemble. Donc, je suis convaincue. C'est drôle parce que c'est des concepts qui étaient déjà tellement bien compris et pratiqués par les premiers peuples dans l'exploitation des ressources que là, les Européens, avec la pièce en tête, ils ont fait de la coupe à blanc, etc. Puis d'autres méthodes qui ont donné les résultats dont on connaît. Puis là, on est en train, là, en 2020, je ne ferai pas le calcul, mais combien d'années plus tard, où est-ce qu'on est en train de réaliser, on aurait pas... Tu sais, avoir une collaboration dès le départ, on va avoir une ouverture à cette culture-là. On aurait peut-être fait les choses autrement. Puis là, on est en 2022, puis on essaie de changer la vapeur à ce niveau-là, puis on a de la difficulté à le faire. On ne sait plus comment, exploiter nos ressources de façon responsable, puis pourtant... On aurait pu tellement en apprendre, dans un esprit de collaboration, comme tu faisais référence. T'sais. Oui, puis il n'est pas trop tard. Moi, je suis née optimiste. Hein? Puis oui. Je pense que je suis contagieuse. C'est bon. C'est bien de transmettre de l'optimisme. Puis je suis d'accord avec toi. Je suis convaincu qu'il n'est pas trop tard. La seule chose, c'est que le virage est long et difficile. Oui. Puis ça demande beaucoup de volonté dans une organisation économique et politique qui n'est pas facile. Mais c'est pour ça que le mot résilience a encore plus de valeur. Puis c'est pour ça qu'on peut regarder au niveau de l'histoire. Tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, adolescente, on m'avait dit, oui, j'ai vu ma mère revêtir une robe traditionnelle parce que mon père la valorisait. Mais la famille de ma mère n'était pas nécessairement d'accord avec l'union de mon père et ma mère. Okay. Mais moi, je suis un bébé d'amour, là. J'ai grandi autour de quelque chose qui était naturel. Mon métissage a toujours été extraordinaire. Tu sais, comme mon père était un conteur, ma mère était joie de vivre, puis j'ai eu une enfance absolument extraordinaire, imaginairement, là. Tu sais, même qu'à l'école, le monde me croyait pas. Tu sais, t'avais comme 2000 chiens, mais voyons. Laisse-moi te conter une histoire. Fait que je suis rentrée dans le monde du conte pour avoir une place dans le cercle de créer des amis, tu sais. Okay.
Mais tout ça pour dire que, à un moment donné, j'ai eu comme un désir de rencontrer le territoire, de rencontrer mes racines, d'aller voir d'où vient ma famille. Puis ça, c'est grâce à une amie éternelle, elle s'appelle Arlette, qui était amie de la famille. Puis toute petite, j'avais 6 ans, elle nous a rencontrés. Puis quand mon père est décédé, ben, elle nous a gardés sous son aile comme elle est devenue la famille, là. Puis elle voulait qu'on célèbre notre héritage culturel. Elle dit, c'est bon pour les gens de savoir d'où ils viennent. Fait qu'elle m'a beaucoup encouragée. Fait qu'elle a marié Stephen Augustine, qui lui est chef héréditaire Mi'kmaq. Okay. Fait que pendant plus de la moitié de ma vie, c'est lui qui m'a transmis, si on veut, mon héritage à moi, comme j'ai été capable de réapproprier ma propre réalité, identité, tu sais. Fait que ça, c'était extraordinaire. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? Ah, c'est début vingtaine. Okay. Début vingtaine jusqu'à... Après ça, j'ai décidé de partir sur le territoire, puis j'ai été dans les powwows, conversation du début. Puis c'était drôle parce que dans ces powwows-là, autour, on avait parlé tantôt du cœur du tambour, les gens autour du tambour. Bien, autour des gens, il y a des estrades pour s'asseoir, Aujourd'hui, c'est des estrades. Avant ça, c'était du monde assis avec des... pour pouvoir se protéger du soleil, puis être là, puis regarder les danses. Autour des gens assis ou debout qui regardent les danses, puis qui vivent le cœur du tambour, t'as un autre air où les gens peuvent se promener. Et autour d'eux autres, t'as ceux qui ont la nourriture. Fait que c'était vraiment une possibilité de rencontre au niveau de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les sens. On va au spa, on paye à l'entrée, on va vivre de la détente. Bon, ben là, ça se faisait naturellement, ça, dans nos familles. C'est drôle. Fait que moi, je suis allée là-dessus pendant tout un été, d'une communauté à l'autre, découvrir les gens, la diversité. Mais je peux imaginer, c'est spécial que ce soit comme à 20 ans que ça se soit produit. Puis on va continuer dans ce sens-là. Après, je dois prendre quelques instants pour remercier les gens qui nous ont écoutés via ma TV Outaouais. Je vous encourage fortement de suivre le reste de l'entrevue via nos médias sociaux. Vous allez nous trouver sur YouTube. Sinon, on est sous forme de podcast sur SoundCloud, Apple Podcasts et aussi Spotify. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Et puis... merci, Will Allen. Ah, Will Allen. Will Allen. Will Allen, c'est merci, ça. En Mi'kmaq. Ah. Mais c'est ça ce que j'allais dire, c'est de découvrir ça à 20 ans, ça doit être quelque chose parce que tu as un bagage, tu as un gros bagage, là, tu sais, identitaire, de ce qui t'a été transmis par tes parents jusque-là, puis que là, de faire un genre de virage, puis de... Non, ça s'est pas passé de même, je me suis mal exprimée. Okay. Non, je l'ai pas découvert à 20 ans, je l'ai vécu dans ma petite enfance, mon métissage. Je l'ai vécu de par mon père, de par ma mère, dans la façon dont on a grandi, mais je voulais une rencontre. Okay. Tu sais, mon père était, si on veut, metteur en scène de son entreprise qui était comme très proche des chiens de traîneau, puis de tout ça. Puis il présentait ma mère, tu sais, à l'époque, il faisait parle, jazz, il était partout, là, dans les médias des années 80. Okay. Fait que c'est Monsieur Coutou était connu. Il avait même développé en allant avec Max Gros-Louis, Huron-Wendat, il allait chercher des chiens dans le Grand Nord du Québec, puis il ramenait les chiens dans son chenil, tu sais, puis il y a des parallèles qui ont été qui ont été très extraordinaires pour un enfant de vivre dans... Imagine, je suis en 1972, je suis née. On a des chiens partout, des chevaux, des gens qui viennent de partout à travers le monde adopter un chien, tu sais. Puis mon père qui fait des présentations dans les centres commerciaux un peu partout, puis nous, on suit. On avait un camion, là, un gros camion, un 18 roues. Puis dans le camion, quand tu ouvres la porte, tu avais des allées de chaque côté, puis des petites niches à chiens. Les chiens rentraient là. Puis on partait sur la route, puis en avant du camion, il y avait comme un lit par-dessus la boîte du gros camion. Okay. Puis mon père avait fait mettre une petite fenêtre rose pour qu'on puisse voir la vie en rose. Puis on partait comme ça. Les enfants avec les chiens. Puis on a découvert... Tu sais, fait que
pour moi, à 20 ans, ce que j'ai voulu, c'est vivre la rencontre de mes racines au même titre où mon père accueillait la rencontre chez nous dans l'intérêt de qu'est-ce qu'on avait à offrir, des chiens de traîneau, tout ça. Mais c'était un besoin. J'avais eu l'appel. Puis c'était riche au niveau de l'apprentissage, tu sais. Puis dans cette même foulée-là, j'ai rencontré le père de mes 2 premiers enfants. Puis on a décidé de fonder une famille ensemble. Et là, j'ai eu un choc culturel. OK. Là, j'ai appris l'histoire du Canada parce que le père biologique de mes enfants, c'est le fils de feu Elijah Harper. Okay. Donc, Elijah Harper était membre du Parlement et c'est lui qui a dit non à l'accord du Lac-Meach. On parlait politique tantôt, là. Moi, là, la politique, là, j'ai été introduit à la politique en devenant enceinte, tu sais, puis plus mon petit ventre s'arrondissait, plus ma réalité devenait autre chose parce que je comprenais pas ce qui se passait, comment ça se fait, tu sais. Moi, ma spontanéité, elle a été bafouée parce que, tu sais, c'était pas pareil. Rien n'était pareil. Tout était, tu sais, l'allaitement, quelque chose qui est naturel, devenait remis en question au niveau... En 80, c'est pas populaire. Ben, j'ai donné naissance à ma fille en 96. 96. Oui. Et en 96, pourquoi que c'était pas populaire, c'est que le gouvernement du Canada a enlevé aux mamans autochtones la chance de devenir, tu sais, comme quand ils ont enlevé les enfants des familles, ces enfants-là n'ont pas grandi avec le transfert des connaissances, avec le transfert de la maternité puis de la paternité. Donc, quand tu mets sur 7 générations des enfants réformés dans des écoles résidentielles avec tout l'abus qu'on est en train de voir remonter à la surface, là, oui, le Canada le découvre, mais les gens qui l'ont vécu, ils ont encore des membres de leur famille, là, jusqu'en 96, qui ont été enlevés des foyers. Fait qu'il y a tellement de contexte, c'est tellement profond. Puis tu sais, en 96, le grand-père de mes enfants a organisé ce qu'on appelle une assemblée sacrée. Et ça visait à aller chercher tous les dirigeants des congrégations religieuses d'est en ouest au nord du Canada pour qu'ils viennent à cette assemblée-là et qu'ils s'excusent du tort qu'ils avaient commis aux enfants autochtones, métis et inuits. Okay. Il y en a qui sont venus, il y en a beaucoup qui sont pas venus. OK? Parce que lui s'était dit, si ceux qui ont commis ces actes les reconnaissent et s'excusent, à ce moment-là, le gouvernement ne pourra plus cacher la vérité. Et là, il y avait eu différents mouvements qui sont nés, qui ont amené à la Commission de la vérité et réconciliation, mais c'est grâce à... C'était au début 2000, je pense. Ou 2005, je pense, ou 2007, dans ce coin-là que ça a parti. Oh, moi, je te dirais que ça a parti en parallèle de toute... tu parles de quoi, la commission de... La commission de réconciliation? Non, c'est plus récent que ça. Okay. Mais il y a eu l'Assemblée de la guérison pour les Autochtones. Il y a eu différentes étapes, hein. Puis ce qui s'est passé aussi, c'est que c'est en 2012 que le gouvernement s'est excusé au Canada. Autochtones, métis et inuits, en 2012. Mais l'Assemblée sacrée avait eu lieu en 96. Okay. Fait que, tu sais, de 96 à 2012, il y a une grosse marge de temps. Est-ce que ça avait été reconnu, cette assemblée-là? Ou bien, parce que si tout le monde ne s'est pas présenté, est-ce qu'on a juste essayé de... Oh, on a toujours essayé de pousser, hein, de ne pas mettre les choses en avance. Mais comme Elijah avait connu avec l'accord du Lac-Meach, quand il a dit non là, à l'accord du Lac-Meach, en fait, il disait oui à reconnaître les droits des Autochtones. Puis là, on pourrait parler de l'accord du Lac-Meach, c'est quelque chose. Tu sais que on est presque On est quelle date? Ah ouais, j'ai perdu ma notion du temps. Mais on est en mai. Ah oui? 13 mai. Ah oui, c'est vendredi 13. Ah ouais! Ah, c'est quelque chose. Mais le 17 mai, c'est le jour où s'est éteint Elijah. Puis ce matin-là, il y a eu
un tremblement de terre le 17 mai. Et l'épicentre du tremblement de terre était en Outaouais, Tu vois? au lac Meech. Ah. Fait que pour nous, c'était comme la terre-mère a repris son petit garçon. Il a fait son travail, mais c'était pénible de le perdre. Parce que aujourd'hui, il verrait sa résilience s'émanciper, il verrait sa petite fille, Anachnide, prendre son envol puis être porteur de flambeau, devenir acteur de changement dans sa musique, dans sa colère, dans sa joie, dans tout ce qu'elle a à offrir. Ça, c'est mon premier bébé, ma plus belle création. Puis elle, sa plateforme, c'est la musique. Ouais, puis ça fonctionne. Elle a une belle plateforme, là, d'autant plus qu'elle a gagné au dernier Gala d'Adis, si je ne me trompe pas. Elle a un Félix, oui, au Québec. Elle rentre par la porte d'en arrière, elle. Mais elle a des bons alliés là, avec Élie Sapi, puis Florent. Florent Volant, la première année, Élie Sapi, la deuxième, puis elle, la troisième. Fait qu'elle elle le sait qu'elle fait partie d'un mouvement vers la vérité de nature, tu sais. Moi, Elijah disait que si t'es né autochtone, t'es né à connaître la politique. Puis j'étais comme, ben non. Mais là, après, j'ai vu pourquoi. Puis maintenant, ben, je suis aussi facilitatrice avec une compagnie qui s'appelle Envision Insight Group, qui sont des consultants pour justement développer une meilleure connaissance de ça s'appelle le parcours, votre voyage au sein du Canada autochtone. Puis on a une trentaine de consultants là, qui développent le cours avec des anthropologues, des gardiens du savoir, des autochtones, mais tu sais, c'est inuit. Fait qu'on est vraiment en train de créer un mouvement où est-ce qu'on veut présenter l'aspect précolonial. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Pourquoi c'est rendu là? Et vers où on s'en va? Et là est mon positivisme, parce que je suis une maman, parce que je veux voir mes enfants grandir dans la confiance de qui ils sont, tu sais, au niveau identitaire. Est-ce que pour ta fille, lorsqu'elle fait sa musique, est-ce que pour elle, est-ce que c'est conscient de l'idée de dire, bon, je veux exprimer ces choses-là dans ma musique, ou bien c'est juste venu naturellement, puis à un moment donné, c'est comme, ben, regarde, finalement, il y a un message dans ce que je fais. Ma fille pourrait mieux t'en parler. Moi, comment je le perçois, c'est que cet enfant-là est né pour la justice. De toute petite, tu sais, je donnais un verre d'eau à elle et son petit frère, fait que ça soit égal, tu sais. Puis je te dis, là, les enjeux d'aujourd'hui, là, moi, je l'ai vu comme un soulagement quand elle a fait sa première chanson, puis qu'elle l'a présentée, puis c'était beaucoup dans la colère. Mais je me suis dit, ça y est, elle a sa plateforme. J'étais soulagée. Puis ça, pour un parent, de voir son enfant se réaliser pour qui il est ou qui elle est, c'est extraordinaire. Absolument. Puis pendant ce temps, tu sais, son petit frère, qui est rendu plus grand que nous tous, lui, il plante des arbres. Il plante la vie. Puis il dit, tu sais, pendant que tout ça se passe, il dit, moi, je prends soin de planter des arbres. Fait qu'il part avec les jeunes de son enfance, puis ils s'en vont où est-ce qu'il faut pour planter la vie. Fait que c'est beau, tu sais, de voir comment que tout le monde trouve une façon de rayonner. Tu sais, au départ, quand j'ai nommé mes enfants, c'est les premiers enfants de leur communauté autochtone au nord du Manitoba à porter un nom autochtone à nouveau, parce que ça se faisait plus. C'était Elijah, Goliath, des noms bibliques. Puis Elijah, lui, avait été enlevé à sa famille à l'âge de 9 ans. Avant ça, il parlait Ojikri. Fait que, tu sais, c'est toute une autre histoire. Mais là, j'imagine que dans le fond, ça, c'est... je vois ça comme un prolongement de qu'est-ce que toi, tu as vécu, parce que dans le fond, quand tu as parti Kewa, c'est une façon de s'exprimer, parce que là, tu crées ta ligne de vêtements toi-même à partir de matériaux tout locaux. Mais
bon, autant dans... En fait, je trouve que j'y vois deux aspects, puis tu me diras si ma perception est bonne, mais il y a l'aspect création, lorsque tu crées, ça te permet, toi, de t'exprimer. Puis il y a l'aspect aussi de rencontrer les gens, que j'imagine, quand ils vont dans ta boutique, j'ai peine à imaginer qu'ils vont juste aller regarder des petites choses, puis payer, puis s'en aller. Je peux imaginer qu'il y a un temps de conversation, puis que tu prends le temps de parler de tes œuvres, puis de la signification derrière et tout ça. Tellement. J'ai un privilège, moi. Quand les gens rentrent chez nous, c'est comme si ils rentraient dans mon univers, où est-ce que tout est possible, dans le métissage, où est-ce que c'est au-delà de la couleur, de l'âge, du genre. Qui es-tu? Brille de ta lumière, de ta petite étoile qu'on puisse partager. Puis il y a des gens qui pleurent, qui savent pas pourquoi. Ils s'assoient dans la chaise berçante de mon père, puis ils me partagent leur vie. Puis là, je leur dis, écoutez, je vais aller servir les autres, je reviens. Puis c'est extraordinaire, parce qu'ils ils osent poser des questions. Ils vont, au moment là, des petits corps qui ont été révélés l'année dernière, des gens qui arrivaient, là, mais comme complètement en pleurs, sans pouvoir même parler. Ah ouais. Fait que moi, je les prenais, puis là, je disais, quoi? On va prier ensemble. Puis là, c'était comme, surtout pas. Je dis, non, on va prier ensemble. Enlève la connotation religieuse de la prière, là, puis on va se lier à remercier la Terre-Mère d'avoir révélé les petits corps avec la technologie, puis on va continuer d'utiliser la technologie pour aller de l'avant, pour révéler la vérité. On va être acteurs de changement ensemble. On va être puissants dans la volonté de se connaître. Puis là, c'est comme, wow, OK, oui. Puis que tes larmes deviennent la guérison, que tu puisses honorer cette réalité-là. Puis là, c'est comme, c'est plus grave là, qu'on soit de n'importe quelle culture ou origine. Ce qu'il faut faire, c'est pas la même chose que les civilisations ont fait historiquement, d'une civilisation qui empiète sur l'autre à l'autre. T'sais. Nous, en novembre 2018, avant la pandémie, ma fille, ma personne et 5 autres artistes, dont Alex Janvier, ont été invités à Rome, en Italie, là, pour aller présenter des aquarelles avec Loretta Gianetti, qui nous a recrutés pour qu'on puisse présenter notre réalité. Puis en arrivant là-bas, elle connaît l'Italie comme son cœur. Elle a des racines métissées avec le Canada et l'Italie. Et donc, elle nous a emmenés dans le cœur de Rome, voir là où il y avait des fouilles archéologiques, puis 5 civilisations. Quand une est arrivée, elle a enterré l'autre. Et elle a enterré l'autre. Et moi, là, ça m'a fait comme, OK, je veux pas faire partie de quelque chose qui enterre l'autre. Moi, je veux déterrer la vérité, tu sais. Puis c'était tellement puissant parce que en ayant dans notre cercle des gens de grande influence, pour la vérité d'un point de vue autochtone, je parle de Elijah, je parle de Stephen, c'est quand même assez extraordinaire parce que je me dis, je reviens à Wakefield, je continue d'ouvrir ma porte, une personne à la fois, tu sais, sur une culture vivante, puis c'est jamais la même chose d'une journée à l'autre. Et mon équipe, qui est extraordinaire de femmes et d'hommes engagés à vouloir présenter un bon moment comme un moment de rencontre, tu sais, puis on est conscient de la difficulté, là. Puis comme, tu sais, quand on fait partie, on a le cœur à l'âme, puis les gens sont tous importants. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que je te dis pas que c'est facile tous les jours, hein? Non, j'en doute pas. Je peux imaginer que ces journées-là, je sais pas comment c'était le processus pour toi de prendre cette information-là quand ils ont découvert les corps des enfants, de dire, de transformer ça en quelque chose de positif comme tu viens de le présenter. En tout cas, je sais pas, mais moi, c'est la journée même, j'étais pas surpris parce que je connaissais l'histoire. Moi, j'ai eu la chance de faire la rencontre de José Lusignan, qui est jeune des Premières Nations. Fait que j'étais quand même bien éduqué sur la question, tu sais, fait que j'étais pas surpris. Puis elle m'avait fait écouter le film, c'est quoi le titre, là? Je pense que j'ai envie de dire Spirit, mais je suis pas certain. Produit par Clint Eastwood, en tout cas, qui raconte justement la vie d'un enfant des Premières Nations qui a été retiré puis qui a été emmené dans
Une école résidentielle. Ouais. Puis Mais... tu le découvres vraiment, tu le vis là, avec lui dans cette histoire-là. C'est très bien raconté, ce film-là. Très bien. Puis tu restes surpris à un moment donné. Ouais. Mais c'est important. Mais tu sais, ça a été écouté parce que c'était de Clint Eastwood. Ouais. Il y a d'autres films, des documentaires. Il y a des bons documentaires d'Alanis Obomsawin qui sont faits au Québec. Alanis, elle parle français. C'est une grande femme extraordinaire qui a mis en lumière les vérités. Puis elle, je l'aime beaucoup. Puis elle est venue nous voir au village. Elle a une prestance, une présence, puis un calme. Puis je te dirais pas que je vois le positif dans la découverte des petits-enfants. Je trouve ça tragique. Ce que je trouve qui est positif, c'est ce qu'on peut faire avec la vérité. Fait que c'est sûr que pour moi, les mots sont hyper importants parce que d'un point de vue canadien, oui, c'est une découverte. D'un point de vue autochtone, c'est des retrouvailles. Tu sais, c'est les histoires que j'entendais du père de mes enfants qui disait, mais nous, on a des gens qui sont partis dans les territoires, qui ont été amenés par les missionnaires, qui sont jamais revenus, mais ils n'ont pas su qu'est-ce qui s'était passé avec eux. Puis tu sais, j'ai réussi à vivre avec le père de mes enfants pendant 4 ans, puis après ça, c'était plus possible. Ça mettait moi en danger. Parce que c'était violent, son enfance à lui. Puis c'était difficile pour lui de voir ma joie de vivre dans un contexte où il n'y a rien de positif dans ce qu'il a vécu. Ouais. Tu sais, puis que son père soit passé à l'histoire en disant non à l'accord du lac Meech, ça lui a enlevé encore plus son père. Fait que ça a été pénible, ce volet-là. Mais en même temps, comme moi, je choisis de rester une personne positive et optimiste parce que je suis une maman. Mais c'est une bonne motivation. Oui. Mais j'ai rencontré des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, extraordinaires et tellement pour les mêmes raisons. Elles veulent, pas nécessairement, imagine, elles sont même pas parents, elles n'ont pas vécu cette réalité-là, mais elles sont don de soi pour leur expérience humaine parce qu'elles disent que la vérité, c'est leur enfant. Moi, je trouve ça beau. Ouais. Fait que, tu sais, c'est de choisir de voir la continuité pour les prochaines générations qui m'animent positivement. Parce que c'est important. Puis tu y reviens souvent dans ce que tu fais aussi. Hein? Moi, je pense que j'ai vu 2 ou 3 de tes toiles, entre autres. Puis c'est souvent ça, la maternité, l'enfance. Et puis, ça semble quelque chose qui t'habite beaucoup là, tous les jours. Oui. Ben oui, parce que c'est surprenant que t'en parles, mais j'ai envie de le partager à toi puis à ceux qui nous écoutent. Moi, quand j'ai vécu ma première grossesse, j'ai fait la paix avec beaucoup de choses dans mon fort intérieur. J'ai eu l'impression que elle m'avait choisie. Puis j'avais le devoir d'être forte pour elle. Je savais que c'était une petite fille. Puis quand on a fait l'échographie, ça a été confirmé. Puis la raison pourquoi je voulais qu'on le confirme, c'est que si je ne donnais pas un fils à son père, je sentais qu'il y aurait beaucoup d'amertume. Puis je me suis dit, il faut qu'il sache en avance. Puis finalement, une chance qu'il le su en avance, tu sais. Mais ça a été dur pour lui de rencontrer ce petit être féminin, parce qu'il aurait voulu un garçon. La dominance chrétienne avait déjà fait son impact, hein, puis la façon de faire, c'était très difficile. Mais la maternité, il m'a tout reproché de la maternité. Il m'a reproché d'être transformée, de grossir, d'être déformée. Selon lui, c'était pas beau. Ça fait partie de la chose. Mais oui, mais t'imagines, il voulait pas que j'allaite. Pour lui, l'allaitement, c'était sexuel. C'était autre chose. Puis moi, ma sexualité s'est affirmée en devenant maman, tu sais. Puis pour moi, la maternité, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu, tu sais. En tant que femme, tu sais. Puis je savais que, en tant que femme,
ma mère m'a allaitée. Ma mère, elle, a été féroce. Parce que dans ce temps-là, en 72, comme tu disais tantôt, c'était mal vu l'allaitement, mais elle, c'était clair que l'allaitement faisait partie de sa vie, tu sais. Fait ma mère était très, très, très maternelle. Puis elle nous a aimés sans fond. Encore aujourd'hui. Ma maman s'appelle Ginette, puis c'est une femme d'une grandeur d'amour qui inspire un bourgeon à naître dans le pire des chaos. Ma mère est source de joie, de vie, puis elle a vécu des grandes épreuves. Elle a perdu mon père, elle avait 29 ans, 4 enfants, elle devient monoparentale. Il y a eu des décisions qui ont dû être prises, qui ont eu un impact tragique sur elle, mais elle a choisi de se relever. Fait que, tu sais, quand je parle d'optimisme puis de joie de vie, je me dis c'est un choix qu'on fait. Puis mon sourire, là, il va être là, mais il est renforcé par toute ma famille, les gens de ma communauté qui m'ont adopté, tu sais. Puis les gens qui sont venus à Trace, c'est mes amis. C'est mes amis, c'est ma fille aussi qui était là. Oui. C'est extraordinaire. C'est des gens qui nous reconnaissent pour qui nous sommes. Puis c'est une belle rencontre, tu sais. J'en veux encore. Tu veux encore des belles rencontres comme ça? Oui. On rentre dans une profondeur où est-ce que, tu sais, l'homme peut être homme, la femme peut être femme, puis la personne qui s'identifie avec un corps de femme comme une nature d'homme ou un corps d'homme comme une nature de femme, c'était toutes des choses qui étaient normales avant l'imposition du christianisme dans notre réalité. Puis aujourd'hui, écoute, dans ma famille, qui est très diversifiée, mon frère, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai grandi, qui est mon meilleur ami masculin, est un pasteur. Et sa femme, elle est extraordinaire aussi. Puis dans leur foi, ils ont une grande inclusion, puis une grande tristesse face à ce que l'Église a fait aux Autochtones, aux Métis et aux Inuits. Mais beaucoup de dialogue, puis entre nous, nos conversations sont d'une grande profondeur, d'une richesse, parce que on a le désir de rester des meilleurs amis, de rester une famille, puis on a le devoir de parler de nos perspectives qui est différente au niveau de notre parcours. Puis mon autre sœur, elle est enseignante à Montréal. Okay. Avec des petits-enfants. Elle leur enseigne... ça me rend émotive. Je me dis, j'aurais aimé avoir ma sœur comme enseignante. Elle est fantastique. Puis ma petite sœur que tu connais, Mélodie, elle, c'est vraiment l'environnement. Fait que, on est toutes des passionnés. Mélodie, l'environnement. Ma sœur, l'éducation avec les enfants. Mon frère, la foi de l'Église, mais... en reconnaissant les beautés de ce qu'elle peut amener à l'humanité. Puis moi, c'est la culture. Mais merci d'avoir... c'est un beau partage que tu nous as offert. Puis merci pour ton sourire. On apprécie tout le monde à chaque fois qu'on te côtoie. Ça nous donne envie de sourire. Donc, ça fonctionne de transmettre cette joie de vivre-là. Je vais juste prendre quelques instants pour rappeler à tout le monde ta boutique, elle est où? Les gens qui veulent te rencontrer... donc, c'est à Wakefield. Oui. Le mot Wakefield, hein, si on le traduit, ça serait le champ de l'éveil. Qui s'éveille, ouais. Ma boutique est sur la rue principale de Wakefield. Et c'est une grande maison orange. Puis elle s'appelle Kewa, le vent du Nord. En Ojibwe, Kewa. C'est ça que ça veut dire. Oui. Et c'est une façon d'accueillir les gens, leur dire quel bon vent vous amène. Puis il y a une boutique en ligne aussi, je pense. Oui. Oui, pendant la pause coco, là, COVID. Ah, c'est là que tu as fait le changement. Oui, à mon insu. Parce que nous, au 15 mars, on faisait l'achat des équipements pour mettre la boutique en ligne commerciale. Okay. Et le 18 mars, le monde a tombé endormi. Fait qu'on avait des petites larmes qui coulaient, là. Puis on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Wow. On va travailler ensemble. Pendant que c'est fermé, on va installer le système. C'était le temps de le faire.
Mais c'est dur sur l'équipe, sur tout le monde. J'en doute pas. Ouais. Puis, je m'excuse, j'ouvre une autre parenthèse, mais il y a eu ça, puis j'imagine quand le train aussi a été arrêté, ça n'a pas dû aider non plus. Ça n'a pas aidé, mais en même temps, tu sais, dans quelque chose qui n'aide pas, vu ma nature, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, c'est vrai, je suis une artiste infographiste, je vais commercialiser mon art. Et donc, j'ai fait un partenariat avec une entreprise locale qui s'appelle Simular. Malheureusement, il a fermé son bureau. On a eu des belles années de collaboration ensemble pour faire toute l'impression de mes petites cartes reproduction, édition limitée, toile sur image sur Canva. Fait qu'on a ouvert un espace galerie, puis avec la réalité de ça, j'ai pu garder l'entreprise puis continuer à faire ce que je fais. Et il y a de cela 4 ans, au mois de juin, je recevais un courriel d'une entreprise montréalaise qui disait on pourrait mettre votre art sur notre ligne de vêtements. Qu'en pensez-vous? 3 heures plus tard, j'étais avec le propriétaire de l'entreprise, puis là, c'était carrément, là, wow! On a développé la ligne de vêtements ensemble. Puis ce qui était magique, c'est que les graphistes de l'époque avaient eu les mêmes professeurs que moi à Montréal. Oui, j'étudiais au Cégep du Vieux-Montréal. Okay. Puis c'était tellement le fun parce que ça se faisait dans les vieux quartiers dans les quartiers Chabanel. Puis mon enfance s'est passée là. Mon père faisait la traite des fourrures, mais la traite des fourrures n'est plus actuelle. Fait que la compagnie qui fait ma ligne de vêtements, eux, ont décidé de s'installer dans le quartier Chabanel. Fait que c'était plein de choses qui me rappelaient que la vie est un cycle. Puis que des années plus tard, je marchais de façon différente, mais dans un cycle d'entrepreneuriat, de valoriser la fibre culturelle, puis de l'associer maintenant à un art qu'on peut porter. Fait qu'imaginez, maintenant, les gens qui rentrent chez nous, s'ils aiment une œuvre d'art, ils disent « Ah, moi, chez moi, j'ai tout ce qu'il faut déjà. » Ben oui, mais venez voir, vous pouvez le porter. Fait qu'ils deviennent des ambassadeurs de changement aussi, parce que chacune des œuvres représente une émotion, tu sais. Mm-hmm. Fait que quand le train est arrêté en 2010, on a tenté de se mobiliser pour vraiment là, être capable de le ramener, tu sais. Mais on n'a pas réussi. Mais la confiserie de Wakefield, là, Michel, sa famille était complètement engagée, puis dans le quotidien, de façon volontaire et proactive, puis il a donné beaucoup, beaucoup, puis ça n'a pas marché, mais tu sais, on est encore là pour se soutenir. Puis là, son entreprise, la mienne, celle de Éco-Odyssée, on devient des ambassadeurs de l'Outaouais. C'est quelque chose, hein? On offre... on a envie de vous voir tous, venir nous voir là à Wakefield. Vous en avez pour au moins une journée, une nuitée, puis un lendemain, là. Ah ouais. Non, il y a des choses à faire. Mm-hmm. Merci encore. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je sais que tu es prise dans le temps, donc je te remercie infiniment. Merci de nous avoir reçus, moi et mes ancêtres et tout ce que nous représentons. C'était un plaisir, un réel plaisir. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.